L'autre jour, je lisais sur un banc au bois de Vincennes. Il faisait beau, bon, et c'était dimanche. Bref, tout allait pour le mieux dans ma vie. Enfin, presque tout. Il y avait cette femme, assise sur un banc à quelques mètres de moi. Appelons-la Véronique. Bon, je vous avoue que je sais pas si elle s'appelait vraiment Véronique, mais elle avait une tête à s'appeler Véronique. Mais si, vous voyez là. Véronique était au téléphone, et soit qu'elle ne savait pas comment régler le volume de sa voix, soit qu'elle voulait que tout le monde soit au courant de sa vie, j'entendais toute sa conversation. Et ça ressemblait à quelque chose comme ça. Oh, tu sais, ma fille, en ce moment, elle est perdue, hein. Il y a un an, elle voulait faire médecine. Ensuite, elle a réalisé que son rêve, c'était de devenir institutrice. Et maintenant, elle parle de partir à l'étranger pour faire de l'humanitaire ou sauver des animaux. Nous, on essaye de suivre derrière, mais c'est épuisant, tu sais. Bon, c'était pas vraiment sa voix, mais vous avez compris l'idée, hein. Sur le coup, moi je lisais, donc je m'en foutais un petit peu de la vie de sa fille, à Véronique. Mais j'y ai quand même repensé après. Surtout que ce n'est pas la première fois que je vois quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ce qu'il veut faire dans sa vie. Au moment où je dis ces mots, peut-être que toi aussi d'ailleurs, tu galères. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas simple. À peine est-on sorti de l'enfance qu'on nous demande de choisir déjà notre voie. Choisir sa voie, quelle expression nulle, tu ne trouves pas? Ça me fait penser à une autoroute qui s'étendrait à l'infini et sur laquelle il y aurait plein de voitures qui hésitent et changent de fil. Parfois, il y a des voitures qui prennent la sortie, d'autres qui rentrent, et ça continue, encore, et encore, et encore. Je comprends l'inquiétude des parents qui veulent que leur enfant trouve la sortie vers la destination qui leur plaira le plus, mais est-ce qu'on ne fait pas les choses à l'envers? Je veux dire, avant d'en arriver là, il faudrait qu'on apprenne déjà à cet enfant à conduire, non? Et au fait, pourquoi est-ce que c'est si important de trouver sa voie? Laisse-moi te ramener à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 1844, Danemark. Un jeune philosophe trentenaire du nom de Søren Kierkegaard publie un essai philosophique intitulé Le concept de l'angoisse. Kierkegaard, c'est un mec angoissé, tu vois. Le genre de mec tellement angoissé à l'idée que son amour pour la jeune Regine Olsen meurt avec le temps qu'il préfère la quitter. Ambiance. Dans Le concept de l'angoisse, Kierkegaard cherche donc à mettre des mots sur son angoisse. Il parvient à la conclusion que l'angoisse est intimement liée à la liberté, au fait d'avoir le choix. C'est ce qu'il appelle le vertige de la liberté, qu'il fait remonter au péché originel. Mais si, tu sais, Dieu, Adam, Ève, enfin tout le bordel quoi. À la fin du 19e siècle, un philosophe allemand du nom de Friedrich Nietzsche ira même plus loin en déclarant dans son essai Le gai savoir que Dieu est mort. Ouais, on est d'accord, il s'est un peu chié sur le titre, non? Mais ce que Nietzsche voulait dire, c'est que l'homme est seul pour donner un sens à sa vie dans le monde. Du coup, il est paumé. En fait, l'angoisse naît à la fois de la liberté, mais aussi de l'obligation de choisir. Or, choisir, c'est renoncer, et c'est de là que vient l'insatisfaction. C'est comme si tu voulais manger une glace, mais que tu avais plein de parfums différents, qui te plaisent tous autant, mais que tu ne peux en choisir qu'un ou deux, parce que t'as pas de thunes. Même si tu vas te choisir des parfums que tu aimes, une partie de toi restera insatisfaite, car tu n'as pas pu tester les autres parfums. Je fais aussi le parallèle avec des applications de rencontres. Dans un super article que je vous invite à lire, publié en 2019 dans le journal Le Monde, Judith Duportail relatait que le taux moyen de match était de 50% pour une femme et 2% pour un homme, soit un rapport de 1 à 25. Donc on pourrait se dire que les femmes ont plus de choix et doivent donc s'estimer plus chanceuses que les hommes, mais en fait non. Certes, se faire matcher plus régulièrement provoque un boost pour l'ego, mais la réalité, c'est que de nombreuses femmes se plaignent d'être sursollicitées, voire harcelées. Conséquence, elles sont plus réticentes à liker et deviennent plus sévères dans leur jugement, au risque de privilégier des critères superficiels et finalement d'être déçues. Bon, faire le lien entre Kierkegaard et Tinder, c'est fait. En France, les héritiers de Kierkegaard se nomment notamment Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui sont deux des figures les plus emblématiques de l'existentialisme au XXe siècle. Dans une conférence restée célèbre qu'il a prononcée en 1945 dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, Sartre
livre sa propre conception de l'existentialisme. Une doctrine littéraire et philosophique qui considère que l'homme naît et se définit seulement ensuite par ses actes. C'est de là que vient le fameux « l'existence précède l'essence ». Pour Sartre, l'homme est condamné à être libre, et sa liberté est à la fois une responsabilité source d'angoisse, mais aussi une force créatrice qui le pousse à se transcender. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, venons-en au titre de cette vidéo. Comment trouver sa voie en 2023 ? J'aurais pu t'inviter à lire de nombreux articles qui pullulent sur Internet, notamment ces 10 conseils d'orientation pour trouver sa voie du Parisien, ou encore ce test psychologique et de personnalité sur le site de l'étudiant pour mieux cerner sa personnalité et choisir son futur métier. Mais bon, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Et je me suis donc concentré sur 3 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'avais 18 ans. Est-ce que tu connais l'ikigai ? Pardon ? L'ikigai, c'est un terme japonais qui vient de la combinaison de iki, vie, et de gai, ce qui vaut la peine et a de la valeur. Et qui signifie donc littéralement ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Ouais, ils se sont pas fait chier les japonais en fait. L'ikigai, c'est donc un état d'esprit qui consiste à trouver sa raison d'être, son pourquoi, mais je trouve que cela va plus loin encore, car c'est aussi une invitation à confronter nos aspirations au réel, notamment en nous interrogeant sur l'effet de nos actions sur le monde qui nous entoure. Les 4 déterminantes de l'ikigai sont les suivantes. Ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce que vous aimez, et enfin ce dont le monde a besoin. Je me suis aussi prêté au jeu dans le cadre de cette vidéo, et j'ai donc rédigé mon ikigai. Je te laisse mettre la vidéo en pause si tu souhaites voir ce que j'ai écrit. Et puis bien évidemment, je t'invite à faire de même en écrivant et en partageant, si tu le souhaites, dans l'espace commentaire ton ikigai. Plus généralement, mon premier conseil, c'est écris. Quel qu'il soit, pose des mots sur tes doutes, sur ce que tu aimes et n'aimes pas, sur ce qui te passionne ou ce que tu aimerais tester. Tu vas peut-être penser qu'écrire ne va rien changer à ta situation, mais si. D'abord, écrire va te permettre de nommer tes incertitudes, de les faire passer de ta tête au papier, et donc de les rendre plus réelles. Peut-être que tu vas même te rendre compte que ce qui te tracasse n'est pas aussi effrayant que ça, en fin de compte. Et puis ensuite, cela va t'obliger à réfléchir et à organiser ta pensée. Peut-être même qu'avec de la persévérance, tu réussiras à trouver un plan d'action. Donc, si tu hésites, je t'invite vraiment à faire cet exercice et à écrire. Comme moi, tu as sûrement grandi avec cette idée que l'échec, c'est mal. Et en soi, on va pas se cacher, c'est toujours difficile pour l'ego d'être remis à sa place. Mais le problème, c'est qu'en essayant d'éviter à tout prix l'échec, on préserve certes son ego, mais on tue progressivement l'essence même de notre humanité, notre créativité. Dans les années 1960, 2 sociologues français, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, ont notamment commencé à pointer du doigt le rôle de l'école. La conclusion de leurs travaux statistiques, c'est que l'école est une institution qui reproduit les inégalités, car elle valorise seulement un certain type de culture. D'un côté, il y aurait les héritiers, qui réussissent car ils sont issus d'un milieu avec un capital culturel et social valorisé par l'école, et de l'autre côté, des laissés pour compte, majoritairement issus des classes défavorisées. Dans la vision bourdieusienne de l'école, seul compte donc la reproduction à l'identique d'un certain modèle, l'innovation n'a pas sa place, et encore moins l'échec. Bon, maintenant que j'ai refroidi l'ambiance, laisse-moi te rassurer. Une autre voie existe. Pour cela, tu as besoin de 2 choses. De la curiosité et de l'audace. De la curiosité pour éveiller ton champ des possibles. De l'audace pour oser passer à l'action. Je ne nie pas que cela va peut-être te paraître difficile au départ. C'est normal. Jusqu'à présent, tu évitais l'échec et maintenant ton seul mantra doit être « j'essaye ». C'est pas vraiment la même chose. D'ailleurs, je te propose de faire cet exercice. Pense à une nouvelle activité que tu voudrais faire depuis un moment, mais que tu repousses toujours à plus tard. À la fin de cette vidéo, écris sur une feuille d'abord ce que cette activité pourrait t'apporter de positif. Ensuite, écris en dessous ce qui t'empêche de commencer cette activité aujourd'hui, ou ce qu'elle pourrait t'apporter de négatif. Pour que cela marche, il faut vraiment que tu sois 100% honnête avec toi-même. Donc on évite les arguments du style « mais Baptiste, j'ai pas le temps !» alors que tu passes ta soirée à swiper ou à mater la dernière saison de ta série préférée sur Netflix.
Enfin, en face de chaque point négatif, essaye de trouver une action que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour en limiter l'impact sur toi. L'idéal, c'est de commencer par une action simple, avec un résultat immédiat ou presque, car ça va te mettre le pied à l'étrier et te motiver à persévérer. Rappelle-toi, à partir du moment où tu as commencé à te mettre en action, tu as rempli ta mission. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube. Cela faisait plusieurs années que j'avais envie de me lancer, mais que je n'osais pas. Je n'osais pas par peur d'être mal vu par mes proches, par peur de ne pas faire du contenu suffisamment intéressant, par peur de me trouver ridicule. Mais en fin de compte, je me suis dit que c'était dommage d'en rester à l'état de projet et de ne jamais essayer de sauter le pas. Aujourd'hui, je sais que je suis encore au début du processus et que j'ai beaucoup à apprendre, mais je suis déjà super fier d'avoir osé. Peu importe le nombre de vues, d'abonnés, j'essaye de me concentrer sur ce qui me nourrit le plus, la création de contenu. Ce qui me conduit au troisième et dernier conseil. Bon, je vais devoir briser un autre mythe. C'est normal de douter et de ne pas savoir. Évidemment, on aimerait toutes et tous que notre vie soit une succession de bonnes décisions, qui nous emmènent aisément d'un point A vers un point B. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait rien. Ou plutôt, comme l'aurait dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le truc, là aussi, c'est que l'on vit à une époque où l'on peut avoir accès à une quantité d'informations incroyable en un temps record, et du coup, on en vient à culpabiliser de ne pas être aussi rapide. Alors spoiler, tu ne battras jamais ChatGPT à un concours de vitesse. Donc ça ne sert à rien de te presser, surtout quand tu te retrouves à choisir une filière après le bac ou un métier à la fin de tes études. C'est comme cette fameuse question qu'on retrouve toujours dans les entretiens d'embauche. Et sinon, vous voyez où dans 5 ans ? Alors attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que vous voudrez faire dans 5 ans. C'est bien d'essayer d'avoir une vision à moyen et même long terme. Je dis simplement qu'il faut prendre de la distance avec le fait que cela vous engage réellement pour les 5 prochaines années de votre vie. D'ailleurs, la personne qui vous pose cette question cherche généralement simplement à savoir et évaluer de votre capacité de projection dans l'avenir. Donc on est simplement dans le domaine de la conjecture. Et puis, vouloir presser la décision, c'est la meilleure solution pour accentuer le stress et remettre en question ses choix plus tard. Tu auras toujours des exemples autour de toi de personnes qui savaient dès leur plus jeune âge ce qu'elles voulaient faire et qui semblent aujourd'hui épanouies dans leur activité. Mais n'oublie pas que c'est ta vie que tu traces, pas celle des autres. Donc, les remarques du style « à ton âge, moi je faisais ci ou ça », tu leur dis ciao. Et puis, n'oublie pas que les gens qui étalent leur réussite aux yeux du monde sont simplement des personnes comme toi et moi, qui ont besoin de validation sociale. Douter peut être salvateur si on s'en laisse le temps. Donc ne sois plus cette personne qui choisit vite et abandonne, mais plutôt celle qui prend son temps et agit avec détermination et précision. De manière générale, je te conseille de te laisser au moins 3 mois pour voir comment évoluent tes incertitudes. Bien entendu, tout dépend de la décision que tu dois prendre. Si tes potes te proposent d'aller au ciné ce soir, j'espère pour toi que tu ne prendras pas 3 mois. À l'inverse, si tu souhaites te réorienter, tu peux te laisser un peu plus de temps. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je dois dire que je suis plutôt satisfait de moi parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à tourner la vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis et à me dire quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir il y a quelques années. Et puis sinon, sur cette chaîne, on parle de plein de sujets différents, avec de la nuance et de l'autocritique. Donc n'hésite pas à suivre ce que je fais. À la prochaine.